C'est de parler au fond de la question des publications scientifiques, donc des articles, qui affectent beaucoup les jeunes chercheurs qui sont amenés à être obligés de publier de plus en plus, et on se demande dans quelle revue, etc. Donc je vais essayer de situer ça dans un contexte plus large pour faire comprendre les transformations de la recherche dans le temps, qui nous font comprendre pourquoi aujourd'hui on est pris dans cette idée que tout le monde répète, oui, il faut évaluer, et bon, pour les professeurs, peut-être plus que pour les étudiants, on parle de facteurs d'impact de revue, on parle d'indice H des publications. Les économistes, entre autres, sont assez forts pour utiliser ces termes-là qui semblent quantitatifs et donc objectifs et scientifiques, alors que finalement, on va montrer que ça pose des problèmes méthodologiques lorsqu'on prend le temps, non pas de répéter ce qu'on entend, mais de regarder rigoureusement comment un indicateur est construit. Mais pour voir ça, je pense qu'il est utile de rappeler l'évolution de quelle est la fonction d'une publication. On a tendance à l'oublier. Qu'est-ce qu'on est ici pour faire à l'université ou dans les centres de recherche? On est ici pour contribuer à la production de connaissances nouvelles. Ce que je cherche, c'est ça notre job. Donc, au fond, oublions qu'il faut de l'argent, de l'ANR ou d'ailleurs, ou de la faculté pour faire de la recherche, pour payer les assistants de recherche qui font le travail des professeurs. À la fin de la recherche, on a une unité, un article, qu'on soumet donc à une revue, qui, elle, on suppose qu'elle le publie, parce que bon, si elle ne le publie pas, elle va demander des modifications. Ça, c'est toujours, on demande toujours des modifications, parce que si on n'en demande pas, on ne donne pas l'impression de faire son travail comme évaluateur. Donc, on a toujours une raison de dire, oui, bon, on pourrait améliorer tel point, réécrire telle section. C'est ce qu'on fait régulièrement, c'est notre travail d'évaluation. Je trouve cet aspect-là. Pour l'instant, on peut simplement rajouter une boucle que si l'article est refusé, il va retourner, il va tourner en rond 2-3 fois. Et si les professeurs sont refusés trop souvent, ils cessent de faire de la recherche, ils deviennent doyens ou présidents d'université. Mais s'ils publient régulièrement, à ce moment-là, ils continuent à produire du savoir parce que ça lui donne une reconnaissance par la communauté scientifique. La reconnaissance pouvant prendre la forme de prix, dont un prix qui est considéré prestigieux par certains, qui s'appelle le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, en l'honneur d'Alfred Nobel, qui a été créé en 1969 par la Banque de Suède pour le 400e anniversaire de sa création. Donc, effectivement, si les publications sont acceptées, ça donne du crédit, ce qu'on peut appeler du capital symbolique, donc une reconnaissance, qui elle-même, au fond, a des conséquences, c'est pas juste de l'abstrait, le symbolique a des effets réels, et ça donne des ressources, des subventions supplémentaires, des doctorants supplémentaires, pour relancer la circulation de la production du savoir. Mais récemment, je dirais depuis, en gros, les années 80, mais surtout 90, et de façon exponentielle depuis les débuts des années 2000, au lieu que l'article, via la revue, mais oublions, la revue, c'est l'article qui contient la connaissance. Au lieu que l'article soit ce qu'on va appeler une unité de savoir, donc une contribution, un théorème ici, une mesure expérimentale là, une critique à un endroit, donc peu importe la forme de la connaissance, on peut considérer l'article comme une unité de savoir. Et si l'article est une unité de savoir, ça peut nous permettre aussi de faire de la bibliométrie, donc de l'évaluation, et de dire, OK, c'est l'unité de savoir. Si on constate qu'entre 1900 ou 1700, il y a une croissance des publications scientifiques qui est exponentielle en fait, on peut dire, OK, donc il y a eu accroissement des connaissances, et on peut le faire par discipline. On peut montrer l'accroissement des connaissances en physique, en économie, en mathématiques, par l'idée de compter les publications. C'est un indicateur, bien sûr, simple, mais déjà qui donne une idée plus concrète de dire la connaissance augmente. C'est assez abstrait. Parce que si on dit une croissance exponentielle des publications ou stagnation du nombre de publications parce qu'il y a des coupures budgétaires dans certains pays, ou que lors, par exemple, de l'explosion de l'URSS, les publications scientifiques qui sortaient des pays de l'ancienne Union soviétique ont chuté de façon radicale
parce que les laboratoires se sont fermés et les chercheurs sont devenus des chauffeurs de taxi. Donc, ça laisse moins de temps pour faire des publications. Mais depuis les années 90, cette unité de savoir est devenue, c'est la thèse que je défends, une unité comptable. Donc, on ne s'intéresse pas à savoir s'il y a du savoir là-dedans, on s'intéresse à l'unité comptable de ce que ça mesure comme efficience et comme productivité du chercheur. Bon, ben, si c'est une unité comptable, ça a des conséquences. La conséquence, c'est la multiplication des articles, c'est le fameux publish or perish, donc publier ou périr, qui lui-même, multiplication des articles entraîne une chose parfaitement visible par tous les chercheurs, multiplication des revues. Je reçois, moi, régulièrement depuis une année ou deux ou quatre, des revues qui nous écrivent en disant « Ah, monsieur, vous avez publié telle affaire, envoyez-nous vos articles dans nos revues. » Là, on se demande « Mais c'est quoi ces revues-là? » Bon, c'est des revues qui viennent d'être créées un peu partout, surtout souvent dans des pays en voie de développement. On crée des revues parce qu'on veut aller capter, au fond, une partie de la valeur dans ce marché de la production du savoir. On s'introduit comme intermédiaire, ce qui est facilité aussi, bien sûr, par le fait qu'on est aujourd'hui dans un monde numérique. Il y a 40 ans, c'était très difficile de penser la multiplication des revues parce qu'au fond, on était dans une industrie dont les coûts d'entrée étaient élevés, donc c'est Elsevier, les groupes Nature, parce que les revues étaient en papier, production. Maintenant, avec des revues purement électroniques, n'importe quel petit bandit peut créer une revue avec un nom qui ressemble à une revue très connue et arnaquer les chercheurs les plus naïfs à travers le monde. Et ça, c'est pas abstrait, ce que je vous dis, c'est réel. Donc, multiplication des revues, c'est effectivement ce qu'on observe, ce qui pose une question effectivement nouvelle, de dire, avant, c'était relativement simple, bon, chacun dans vos disciplines, vous savez qu'il y a, bon, mettons, une dizaine de revues que vous connaissez. Moi je viens de physique, donc, je sais que, bon, il y a Physical Review, et le nouveau Chimento, bon, c'est peut-être moins la revue la plus importante. Physical Review Letters, c'est le top. Astrophysical Journal. Donc, on connaît, chaque physicien connaît dans sa tête les revues importantes. Mais lorsqu'on a des multiples revues et que les directions des universités ne connaissent pas les disciplines, on se dit, bien, comment je vais évaluer ça? On est dans l'angle des années 90. Bien, comment on va évaluer ça? On va aller chercher la scientométrie. On va dire, bon, effectivement, on a des mesures, et la scientométrie, c'est pas développé à cause de l'évaluation. Je n'ai pas le temps ici de rappeler l'histoire de la scientométrie, mais dans le chapitre 1 du livre sur l'évaluation, sur la bibliométrie, je rappelle d'où vient la scientométrie. Elle vient au fond de la bibliothéconomie. Ça a été créé pour gérer les abonnements aux revues dans les bibliothèques. Ça n'a pas été du tout créé pour faire de l'évaluation des chercheurs. Mais comme ça existe, et qu'on a eu ces transformations-là, on dit, bien, qu'il y a un outil, on va le prendre et on va évaluer. Donc, comment qu'on va évaluer? Bon, on va évaluer d'abord avec la scientométrie, donc calculer les articles. Et maintenant qu'on est dans des revues électroniques, bien sûr, on a ce qu'on appelle les altmétriques, qui veut dire les mesures alternatives, qui sont, bien, effectivement, non plus uniquement de compter, mais d'aller voir le nombre de téléchargements des revues, ce qu'on va appeler les downloads en bon français, parisien. Et sur les revues comme PLOS ONE, bien, vous allez voir un texte que j'ai fait ou le texte que vous avez fait, vous voyez la courbe du nombre de personnes qui ont soit regardé simplement sur l'écran ou qui ont fait une copie du PDF. Et là, on peut deviner que si on regarde le nombre de regards qui est à 20 000, mais que le nombre de copies PDF est à 6 000, on peut penser intuitivement que ceux qui ont pris le temps de télécharger le PDF s'y intéressent peut-être un peu plus que ceux qui ont vu un titre excitant sur la guérison des boutons d'acné, qui sont allés voir sur l'écran, mais qui n'ont pas downloadé le papier parce que ça ne les intéresse pas vraiment de connaître la raison pour laquelle les boutons d'acné sont corrigés. C'est encore un exemple réel. Donc, c'est deux types de mesures. Et ces mesures-là ont des conséquences aussi, évidemment, sont liées à
Internet. Et ce que pose la question donc du passage au numérique des revues, c'est la question du contrôle des revues, que j'ai déjà mentionné, parce que lorsqu'on était dans les grands groupes ou dans les associations, dans les sociétés savantes, par exemple la Société française de physique gère la revue, le journal de physique, l'American Physical Society gère des cinquantaines de revues savantes, qui ne sont pas dans les mains donc des groupes privés à Sage ou Elsevier ou Springer, sont dans les mains des sociétés savantes, ou l'Association américaine de chimie, qui a ses revues de chimie. Mais maintenant qu'on a des revues purement électroniques, le coût d'accès est beaucoup plus bas. Ça pose la question du contrôle des revues. Quelle est la qualité de ces revues-là? Est-ce qu'on devrait en tenir compte? Et donc, Internet repose la question des revues et la question du libre accès. Hein, le fameux open access, le fameux accès libre. Et c'est les physiciens qui ont pris les devants dès 1991 en créant le système Archive, qui était de se dire, avec Internet, pourquoi attendre papier, soumettre, on soumet nos papiers directs sur Archive, tout le monde y a accès instantanément, gratuitement. Ce qui est une démocratisation extraordinaire, parce qu'on peut rappeler qu'avant les années 90, les physiciens étaient au fond un ensemble de collèges invisibles, donc de petits réseaux dans lesquels il y a des gens plus ou moins centraux et des gens plus ou moins excentrés, qui ne sont pas dans les petits réseaux de communication et qui n'ont pas accès au préprint qui était circulé parmi les physiciens, de sorte que le physicien qui lit l'article des années 70, par exemple, dans Physical Review, lorsqu'il le lit, il est 8 mois ou 9 mois ou presque même parfois une année en retard sur l'avancement des travaux. Alors que ceux qui sont proches du groupe ont lu en préprint ces articles-là, donc ils peuvent avancer beaucoup plus vite. Avec Archives, cet accès privé est fermé et tout le monde a accès au même moment, qu'il soit au Bangladesh ou en Russie ou à Paris. Donc, c'est une transformation radicale du mode de circulation, mais qui a des conséquences sur l'accessibilité des connaissanses et de savoir si on est 2 ans derrière le front de la recherche ou non. Et l'autre, bien sûr, qui est une révolution, c'est qu'avant, bon, qui va aller lire Nature ou Physical Review? Uniquement les gens spécialisés, donc les chercheurs eux-mêmes. Mais maintenant, avec Internet, ça pose la question justement de l'ouverture des audiences. Et on dit, oui, donc nos élus vont nous dire, faut que ça soit en libre accès, parce que le citoyen a payé pour vos recherches, il doit donc y avoir accès. Ce qui est bien sûr un langage complètement abstrait et absurde, parce que le citoyen moyen, y compris mon père, n'irait pas lire un article de physique nucléaire, bien qu'il l'ait payé par ses taxes. Donc, il y a un peu de démagogie dans la question de l'accès à la population aux travaux scientifiques. C'est une absurdité complètement pseudo-démocratique, mais qui fait bien de dire, oui, faut rendre le savoir accessible à tous. Ce qui n'a aucun sens. Le savoir devient accessible via des intermédiaires qui vont les rendre applicables à l'ensemble de la population lorsque les sciences sont applicables, mais ce n'est pas nous, les citoyens moyens, qui vont, grâce à Internet, aller lire les articles dans des Lancet. Ils comprendront absolument rien. Donc, cette transformation-là est très importante et nous fait comprendre qu'aujourd'hui, l'évaluation se fait de façon purement quantitative. Mais se fait de façon quantitative pour une autre raison que l'objectivité, parce que l'évaluation se fait par les pairs depuis le 17e siècle. Dès la naissance des revues dans les années 1660, il est entendu qu'un chercheur qui soumet un article à une revue, il y a des collègues qui vont lire son papier. Quand Einstein envoie en 1905 son article à des Annalen der Physik, Max Planck regarde ça, il dit oui, c'est bon, on le publie. Donc, c'est vraiment lui et les physiciens autour qui évaluent, c'est l'évaluation par les pairs, c'est donc qualitatif. On lit, il dit oui, ça a l'air bon, bon, c'est pas bon, on demande des corrections, mais le contrôle se fait quand même par les pairs. Or, la course aux indicateurs amène la multiplication des indicateurs. Et si vous observez un peu ce monde-là, vous allez voir qu'on cherche toutes sortes d'indicateurs. On a, par exemple, la fameuse indice H, on a aussi l'indice G, l'indice W, puis là, on délire. Il y en a sûrement encore plus qu'on n'a jamais vu.
qui sont plus absurdes les uns que les autres. H au carré, H divisé par G. On cherche des indices. Et on a aussi le facteur d'impact des revues, parce qu'on s'est dit effectivement, comme il y a une multiplication de revues, alors que le physicien moyen n'a pas besoin de connaître le facteur d'impact de Physical Review Letters, il sait très bien que Physical Review Letters, c'est la meilleure revue. Point barre. Mais le bureaucrate qui ne connaît aucune des disciplines se dit, ben moi, il faut que je vous évalue tous, même si je n'y connais rien, et la seule façon de le faire, c'est par un chiffre. Et donc, si vous me dites ça c'est 4 et ça c'est 2, ben 4, c'est 2 fois plus grand que 2, donc c'est meilleur. Je ne sais pas meilleur en quoi, mais c'est meilleur. Et donc, qu'est-ce que permet aussi sociologiquement la multiplication des indicateurs? Ça permet l'appropriation, donc la désappropriation des chercheurs de l'évaluation de leurs collègues, pour le monter à un niveau en haut, où on va mettre sur des comités des gens qui n'ont plus besoin de connaître la physique pour évaluer la physique, plus besoin de connaître l'économie pour mesurer l'économie. Ils ont une liste de revues, puis s'ils sont dans les top 5, les top 10, les 3 étoiles, les 4 étoiles, on lui donne des primes commensurables, proportionnelles au facteur d'impact. Tout cela existe. Je donnerai des exemples si vous voulez. Donc, quels sont les effets en retour de toute cette dynamique? Bien sûr, ce n'est pas sans effet. Il ne faut pas penser que le simple fait de prendre un indicateur qui embarque dans une mesure d'évaluation n'a pas de conséquences pratiques sur la recherche. Ça serait une naïveté très grande. La réalité sociologique, c'est que, première chose, au niveau des modifications de comportement, on a maintenant, depuis les années, surtout 80-90, et de façon exponentielle maintenant, délirante depuis les années 2000, on a un usage stratégique des citations. La citation existe depuis au moins le 17e siècle. Pourquoi? Parce que la citation n'est pas une mesure pour compter la qualité des articles, sociologiquement. La citation, c'est d'abord un système d'allocation de la reconnaissance et de la priorité de la recherche. C'est pour cette raison-là que dès le 17e siècle, pas sous la forme d'une note de bas de page bien structurée pour permettre des bases de données, mais dès le 17e siècle, si Newton, dans son papier, ne dit pas que Hooke a aussi fait quelque chose, ou si au 18e siècle, on ne dit pas que telle recherche avant a été faite par Lavoisier, l'évaluateur de la revue, par exemple le comité, je cite des cas dans ça de 1780, ou le comité de publication de l'Académie des sciences de Paris, évalue des papiers, envoie le rapport en disant « Oui, c'est bon votre papier, mais vous devez rajouter des citations à tel travail parce que ça il a été fait avant vous. » Donc, la citation, c'est un mécanisme d'allocation du crédit et d'acceptation de la priorité. Lorsque Einstein publie son papier, E égale MC2, et que 2 années plus tard, par erreur, Johannes Stark, qui par hasard est aussi un antisémite qui n'aime pas Einstein, mais bon, c'est une autre question, qui au lieu de parler de l'équation d'Einstein, E égale MC2, l'appelle l'équation de Planck, il reçoit une lettre d'Einstein, il dit un instant, c'est parce que c'est pas Planck qui a fait ça, c'est moi. Et donc, le crédit symbolique, la reconnaissance symbolique se fait dans des papiers par cette instance qui est la citation, qui a donc un sens, mais sens qui devient perturbé par le fait que maintenant, puisque les citations sont importantes, on va donc les manipuler. Et ça, c'est assez intéressant. La manipulation des citations, c'est fascinant. La première, bien sûr, c'est d'essayer d'augmenter l'autocitation, le fait qu'on va se citer plus. Mais ça, c'est un peu visible, là, c'est pas compliqué à détecter. Donc, après, on peut dire, OK, comme je ne peux pas m'autociter, on va plutôt faire un cartel de citations. Tu me cites, je te cite. Ça, c'est détectable aussi par des techniques qui sont développées. Maintenant, comme le facteur d'impact, lui, définit la qualité de la revue, ça veut dire que la manipulation des citations au niveau de l'individu se projette au niveau de la revue. Et c'est assez extraordinaire d'observer, ça a été démontré, je cite toutes les références dans le livre, que les revues qui veulent augmenter leur facteur d'impact ont commencé par l'équivalent de l'autocitation, en écrivant aux auteurs, en disant « Oui, on a reçu votre papier, il a été évalué, c'est un bon article, on est prêt à le publier, mais on s'aperçoit que qu'il y a quelques articles dans votre même domaine qui sont parus dans notre revue et que vous devriez citer. Et donc, moyennant ces quelques modifications mineures, on publie votre article. Ce qui a comme effet mécanique, bien sûr,
d'augmenter le facteur d'impact de la revue. Mais ça aussi, c'est facile à vérifier. Donc, il y a une chose qui est arrivée qui m'a un peu plus surpris, sociologiquement, c'est que le plus absurde s'est réalisé. Parce qu'on ne faut pas être trop pessimiste, on peut imaginer des choses sur le plan sociologique en espérant qu'elles ne viendront pas réalité. Mais ça, jusqu'à-là, est devenu réalité. C'est qu'il y a aussi un cartel de revues. Donc, la revue X qui s'entend avec la revue Y, pour que la revue Y augmente le taux de citation de la revue X, pendant que la revue X augmente le taux de citation de la revue Y. C'est un peu plus difficile à détecter parce que ce n'est pas la revue qui cite elle-même. Mais on peut détecter ça aussi simplement par l'analyse du réseau et s'apercevoir que, curieusement, une revue qui est citée, disons, de façon assez large par plusieurs revues, soudainement devient très citée par une autre revue. C'est louche. Tout ça est mesuré par Thomson Reuters, on a les preuves, c'est discuté dans Nature, dans Science. C'est donc un phénomène sociologique qui est un effet, dans mon analyse, de toutes les transformations qu'on vient de voir depuis les années 90. Au niveau qualitatif, il y a un autre effet encore plus dangereux, moins visible, mais parce que plus difficile à mesurer, mais qu'on peut démontrer aussi empiriquement, c'est le fait que si on se dit que les revues qui comptent, c'est disons, c'est les 5 revues qu'on considère les plus importantes. Et si on s'aperçoit que ces 5 revues qu'on considère les plus importantes sont en fait 5 revues américaines. Et là, à ce moment-là, on va dire, OK, vous devez publier là. Bien, ces revues-là ne publient pas n'importe quoi, sur n'importe quel sujet. Il y a des centaines de revues dans toutes les disciplines parce que on s'intéresse, pour des raisons évidentes, à certains domaines plus qu'à d'autres, parce qu'on sait que l'autre revue va s'intéresser plus à tel domaine qu'à tel autre. Donc, si on a une liste qu'on applique à tous, bien, l'effet prévisible, c'est que les objets moins intéressants pour les revues qu'on a décrétées ou que quelqu'un a décrété quelque part en haut dans lesquelles il fallait publier, bien, les gens minimalement rationnels vont déplacer leurs objets d'étude vers les objets utiles, considérés comme bons par ces revues-là. Et ça existe. C'est démontrable. Maintenant, au niveau des institutions. Au niveau des institutions, là, on tombe à une autre échelle, c'est le classement de Shanghai qui a emmené du délire en France depuis l'apparition du classement de Shanghai en 2003-2004, où on a vu à chaque année, le 15 août, notez la date, le 15 août chaque année, c'est la publication du classement de Shanghai, et là, les ministres s'excitent ou les présidents d'université s'excitent pour savoir s'ils ont monté de 2 rangs ou ils ont baissé de 3 rangs. Sans se demander qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, la réaction, c'est bien sûr d'essayer de manipuler toujours notre position de l'université dans le ranking, dans le classement. Voici comment on peut faire ça. Okay. Ici, j'ai une analyse bibliométrique des pays qui sont dans la liste des plus cités de Thomson Reuters et que Thomson Reuters publie pour que les gens puissent se péter les bretelles. « Yes, on est les meilleurs. » Or, comme j'ai tous ces articles-là, j'ai les adresses des auteurs, j'ai la première adresse, la deuxième adresse, et donc je peux faire une analyse dont je vous épargne les détails, mais qui en gros nous dit la chose suivante. Nous dit que l'Arabie Saoudite, qui est soudainement devenue une université très, très importante dans le monde, en termes de recherche, en 3 ans, là, pas en 20 ans. Tu sais, le MIT, c'est pas construit en 3 ans. C'est construit en 20, 30 ans. Curieusement, l'Arabie Saoudite, elle, est apparue instantanément comme une université de classe mondiale, ce qui n'a aucun sens. Donc, c'est quoi le problème? Bien, c'est très simple. C'est que 80% des auteurs très cités attribués au King Abdulaziz University sont au fond des gens qui mettent ça comme deuxième adresse parce qu'ils ont un petit contrat d'entente que je suis prof au MIT, je suis prof à Toronto, mais rajouter une deuxième adresse, ça ne coûte rien, et j'ai un petit contrat en dessous de la table qui fait que Abdulaziz monte dans le ranking parce qu'il y a l'adresse dedans. Et ce qui est très intéressant, on voit très bien que dans les pays développés qui font de la recherche depuis des siècles, le taux des professeurs, appelons-les
omniprésents ou qui ont le don d'ubiquité est très faible. Hein? Les États-Unis, c'est 2%, l'Allemagne 2%, le Canada. Donc, toutes les grandes puissances scientifiques, leurs chercheurs, c'est leurs chercheurs. C'est pas une adresse, une feuille de papier. Donc, c'est la manipulation, démontrée de façon bibliométrique, que j'ai publiée d'abord dans University World News et qui va paraître dans la version anglaise de MIT en septembre de la deuxième édition, upgradée, parce qu'il y a plein de découvertes nouvelles, par exemple, sur comment les écoles de commerce font le même jeu pour augmenter leur classement dans EKIS ou dans d'autres soi-disant classements. Et pour ceux qui douteraient, on peut se dire, oui, mais c'est normal d'avoir 2 adresses, oui. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais c'est curieux qu'un powerhouse comme Harvard, il en a 27, et King Abdulaziz en a 170. Fait que si ça c'est vrai, ça veut dire que tous les chercheurs du monde aiment mieux être associés à l'université King Abdulaziz University qu'à l'université Harvard. Ce qui pose des questions sociologiques embêtantes. OK? Donc, j'épargne ça. Et donc, les transformations des publications, les transformations de la recherche, ça amène à se poser des questions et à faire des choix. Okay? Et être conscient des conséquences des choix qu'on doit faire et accepter que la European Science Foundation ou quelle autre organisation qui sont ex nihilo du haut viennent vous dire ce que vous devez faire, ou se dire, ramenons à la case départ, quelle est la fonction d'une université, quelle est la fonction de la recherche, et donc de ne pas prendre la proie pour l'ombre, ou l'ombre plutôt pour la proie. Et donc, bon, j'ai des affaires plus historiques si ça vous intéresse, mais je voulais d'abord mettre ça en évidence qu'aujourd'hui, je prends pour acquis, vous savez tous qu'on vous dit de publier dans telle revue, c'est pas sans conséquence, il faut seulement être conscient de ces affaires-là. Bien sûr, ceux dont les objets étaient déjà ceux qui sont dans ces revues, il n'y a aucun problème, c'est leurs objets. Mais ceux dont les objets maintenant vont devenir périphériques par effet non prévu au niveau macro, ça peut avoir des conséquences d'abandonner des domaines de recherche complètement au vu de l'évaluation. Alors que le but de l'évaluation, bien sûr, c'est de voir la qualité de la recherche, mais tout en tenant compte de l'objectif final, qui est d'avoir une diversité de recherche, et que définir a priori des classements, ça a un effet pervers, qui est très peu pris conscience par les dirigeants. C'est pour cette raison-là que j'en parle. Or, il faut normalement accepter de ces affaires-là. Et donc, je vais vous montrer une petite image. J'espère que je l'ai. J'espère qu'elle est ici. Ah merde. Ouais, ici. C'est ça. L'évaluation, c'est ça. Donc, si vous passez à travers tous les obstacles, sans vous faire arracher la tête, votre papier est accepté. Donc, voici ce que je voulais présenter. Je suis plus ouvert à ce qu'on discute, ou que je puisse répondre à des questions complémentaires ou à des échanges. Ok, merci. Vous avez des questions? Joël Moudinet, en économie, en fait. Donc, je comprends bien toutes les critiques face à l'évaluation bibliométrique, etc. Mais c'est vrai qu'on est, et vous l'avez montré, on va dire, devant, de toute façon, une multiplication, je veux dire, qui est d'abord peut-être de chercheurs, je veux dire, dans le monde, enfin, je ne sais pas si c'est une multiplication, mais en tout cas, qui sont en lien de plus en plus, les uns avec les autres. Et donc, l'évaluation telle qu'on la connaissait, on va dire, qui, je veux dire, avant la bibliométrie, etc., ne peut pas, compte tenu, en fait, je veux dire, du nombre, je veux dire, continuer, quoi. Je veux dire, c'est un peu compliqué, je veux dire, on le voit bien, je veux dire, si on a 100 dossiers, 200 dossiers à voir, à évaluer, je veux dire, de pouvoir lire tous les articles de chacun, etc., pour pouvoir évaluer, etc. Donc, il y a une vraie question. Donc, je dis bien que je pense qu'effectivement, alors vous avez bien montré
tous les problèmes et les dérives, effectivement, je veux dire, de la bibliométrie. Ma question, c'est, est-ce qu'on peut, je veux dire, évacuer, dire que c'est pas bon et revenir, en fait, à une évaluation juste de la lecture des articles? Ça me semble compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, entre autres, je veux dire, une amélioration qu'il peut y avoir à côté, je veux dire, des dérives, en montrant justement, je veux dire, toutes les pratiques qui se sont faites pour pouvoir, je veux dire, vous avez marqué les autocitations, les citations cartels, etc., d'auteurs, etc., qui commencent à se voir et qui permettent quelque part, du coup, de rationaliser, d'évacuer certains comportements. Donc, voilà. Je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'en mettant le point sur certaines pratiques déviantes, ça ne va pas améliorer, je veux dire, quelque part voilà, c'est ma première. La deuxième question qui est un peu très importante aussi selon moi, c'est ce que vous avez évoqué à la fin sur le risque d'abandon, du coup, effectivement, je veux dire, de certains domaines, parce que, effectivement, je veux dire, ils ne sont pas pris en compte par les top revues, etc. Ça, c'est une vraie question sur laquelle, effectivement, là, évidemment, c'est toujours pareil. Ça ne peut pas être que le privé qui va gérer ça, et donc il faut qu'il y ait une régulation de l'État, presque de création, de mise de réévaluation, effectivement, je veux dire, à ce moment-là, via les classements, peut-être, je veux dire, enfin, je ne sais pas quoi, je veux dire, en tout cas, et non pas prendre que les facteurs d'impact. Enfin, voilà ma... Okay. Pour la première, bien sûr, vous devinez que je ne critique pas la bibliométrie, parce que je fais de la bibliométrie depuis 25 ans. Je critique ceux qui utilisent la bibliométrie, n'y connaissent rien, utilisent des indices comme le facteur H, dont ils ne comprennent pas la composition, qui est démontré des problèmes d'indicateurs, on s'entend bien d'indicateurs, mais qui ne savent pas de quoi ils parlent. Puis j'en ai vu 50 000 des chercheurs qui me cassent les oreilles avec l'indice H, puis là, je les explique comment ils fonctionnent, puis je dis, explique-moi. Là, ah oui, bon, ok, donc on le scrape. On ne scrape pas les citations, parce que j'ai bien dit, les citations, c'est effectivement la mesure de la visibilité de l'article. La qualité, on ne s'embarquera pas là-dedans, parce qu'on peut toujours dire un papier de merde qui est cité 100 fois, mais qui a eu de l'impact. Parce que une chose qui peut être bizarroïde, peut avoir de l'impact, s'avérer erronée. Ça, c'est pas grave en science. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Qu'une chose s'avère erronée, ça a stimulé la pensée, on passe à autre chose. Donc, la citation est une vraie mesure de visibilité. La question technique que les bibliomètres, eux, connaissent, et c'est leur job depuis 40 ans, c'est comment la définir en indicateur. Là, je n'ai pas venu ça. Je n'ai pas développé ici, mais j'ai un chapitre 4 sur la théorie des indicateurs. C'est quoi un indicateur? C'est pas n'importe quoi qu'on concocte puis qu'on divise. C'est pas ça un indicateur. Il faut qu'il y ait une validité sur tout le spectre de l'axe et qui soit proportionnel. Si 100 est plus petit que 10, puis que 20, c'est n'importe quoi. Là. Il faut que, si 20 est plus grand que 10, bien 20, c'est 2 fois 10. Hein, dans un thermomètre, ça fait 30 degrés, bien, c'est le double de 15 degrés. Puis on ne dit plus, 100 millions de degrés, là, c'est plus de la température. Ben oui, c'est la température. C'est la température sur le soleil, mais c'est bon, c'est la température. Okay? Donc, la plupart des indicateurs utilisés dans des classements sont faux, sont mal construits. Donc, il faut effectivement les remplacer par des bons. Nous, par exemple, à l'OST, on n'utilise jamais les indices H, qui est une connerie. On utilise des taux de citation normalisés. Parce que vous savez qu'en biologie moléculaire, avoir 2000 citations, c'est facile. Parce que chaque papier va être cité en gros, mettons, 200 fois. C'est une communauté immense qui travaille sur le sida ou sur je ne sais pas trop quoi. Il y a plein de monde là-dedans. Même si on le cite chacun une fois, tu es tout de suite à 300. En maths, sur la théorie des nœuds, il y a 10 à travers le monde. Fait que si tu as 10 citations, merci le bon Dieu. Donc, tu normalises, c'est gros bon sens, par le sous-domaine. On peut définir bibliométriquement, on a toutes les techniques pour faire ça. Et là, on dit, OK. Or, bien sûr, les facteurs H ne sont pas normalisés. J'ai encore entendu récemment chez nous, un collègue, je m'y suis retenu parce que je suis tanné d'entendre des conneries, j'ai laissé faire, qui dit, oui, mais j'ai un facteur H de 110, mais c'est pas compliqué. Si tu as fait 115 papiers,
et que dans chacun d'eux, tu as cité au moins une fois, ben, tu as créé ton H de 110. Donc, arrêtons de casser les oreilles avec un H de 110. Versus un autre qui est... Parce que c'est chaque papier... Non. Il faut que tu enlèves les autocitations, mais c'est pas tout le monde qui fait. Non, il faut... S'il y a 110 papiers... OK. En même temps. Non, parce que il n'y a pas de... Le premier n'est pas... Ah non, mais tous les autres peuvent le faire, donc il y a moyen, ça a été fait par un mathématicien, vous savez, parce que tout ça, c'est pas des hypothèses théoriques, là. Hein? Il y a un mathématicien que je cite là-dedans, qui est à l'université Joseph Fourier, qui a créé un nom faux, I can care, vous vous souvenez, bon, on peut jouer avec ça. Donc, il faut être sûr, quand on a un thermomètre, qui mesure bien la température. Mais ça, c'est technique. Donc, effectivement, vous avez raison, il faut prendre les bons. Ce qu'on observe, c'est que ceux qui font des évaluations, c'est pas ça qu'ils font. Et là, il y a un problème éthique que je ne développe pas, qui devrait être évident, c'est que si autour d'une table, vous évaluez des gens avec des indicateurs faux, vous avez un problème éthique énorme. Surtout, en plus, par quelle base de données. Donc, il faut aussi analyser la base de données. Parce qu'il y a deux choses différentes qu'on a tendance curieusement à confondre. La validité de l'indicateur, est-ce que le thermomètre mesure la température, et la base de données. C'est quoi la base? I Can Care a pris Google Scholar pour montrer que Google Scholar, c'est le web. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tandis que Thomson Reuters, on sait ce qu'il y a dedans. On peut dire qu'il devrait en avoir plus ou moins, peu importe. Mais on dit, OK, voici, j'ai ça. Scopus, on dit, regardez, j'ai ça, je sais ce qu'il y a dedans. Donc, quand je te mesure, je sais qu'il manque telle revue française ou chinoise, mais je sais ce que... Donc, c'est une question éthique, l'évaluation. Donc, effectivement. L'autre problème que vous soulevez, il faut voir s'il est réel. Quand vous dites, ouais, le monde est globalisé, puis j'ai 200 chercheurs évalués, j'ai pas vu ça nulle part, moi, parce que j'ai siégé, par exemple, au European Research Council pendant 3 ans, et qu'est-ce qu'on a? On est 20 autour de la table, et on évalue dans notre domaine, chacun environ 5 ou 6 projets, et on en discute autour de la table. À la fin, ben, on a choisi le vôtre, puis on a calé le sien, etc., puis etc. Et ils n'ont pas remplacé l'évaluation par les pairs, ils n'ont pas remplacé par des indicateurs soi-disant objectifs. Bien sûr, les gens autour de la table vont dire « Ah oui, lui, c'est un bon dossier, on a son CV. » Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes publications dans les bonnes revues. Mais il dit, c'est des revues qu'il connaît. Je me souviens d'ailleurs d'une discussion, parce que je pouvais observer que le gars dit « Oui, mais c'est quoi cette revue-là? Je ne la connais pas. » L'autre autour de la table dit « Ben oui, dans tel domaine, parce que lui, c'était un gars à Sciences Po, il ne connaissait pas cette revue-là. » Il dit « Ben non, tu ne la connais pas, c'est une revue sociaux. Moi, je la connais. Bon, j'ai publié dedans, donc j'ai peut-être un conflit d'intérêt, mais c'est une revue de sociaux qui est bonne. » Je dis « OK, c'est correct. » Donc, l'évaluation par les pairs marche encore. Et on surestime d'ailleurs, paradoxalement, parce que, bien sûr, on parle de bibliométrie, on surestime l'usage de la bibliométrie par les comités de pairs. Curieusement. Après, on peut dire qu'il devra le faire ou non, mais on le surestime. Tous les comités que j'ai vus en sciences sociales l'utilisent pas de façon systématique, pour une raison très simple, c'est que dans le CV, les indices bibliométriques qui sont inscrits par les chercheurs sont la moitié du temps faux. Et ça, c'est quoi la preuve? Ben, c'est très simple. J'étais sur le comité IRC, j'ai pris un échantillon de la moitié des dossiers, j'ai tout revérifié leur soi-disant indissage et citation, il était faux. Pour une raison très simple, c'est que la phrase « mon indissage est X », point, cette phrase-là n'a aucune signification scientifique. Il faut dire « mon indissage est X », mais sur Google Scholar, ou sur Thomson Reuters, ou sur Scopus. Et le problème, c'est que les chercheurs qui vont sur Thomson Reuters, vous êtes abonnés via la bibliothèque, vous allez sur l'écran, vous faites Thomson, vous faites. Ce qu'ils ne savent pas souvent, ça c'est à mourir de rire, c'est que si votre bibliothèque est abonnée de 1990 à 2010, c'est bien écrit derrière que le calcul de l'indissage se fait sur la base à laquelle vous êtes abonné, qui est un peu bizarre, mais bon, c'est le choix de Thomson Reuters. De sorte que si votre bibliothèque est abonnée depuis 70 et que vous cherchez un chercheur qui publie depuis 70, vous avez tout ce qu'il fait. Mais si vous avez un chercheur qui publie depuis 70 puis vous l'avez depuis 90, vous allez lui donner un chiffre qui est faux. Et donc, moi, j'ai dit à IRC, vous devriez interdire aux chercheurs d'inscrire cette information-là dans leur CV parce que je l'ai vérifié pour la moitié d'entre eux, ils sont tous faux. Ils sont tous faux comme vous dites, pour 2 raisons. On ne sait pas sur quelle base ils l'ont fait, puis sur quelle temporalité ils l'ont fait. Donc, ça pose des vraies questions. Ce qui est différent de dire quels sont les bons indicateurs. Et les bons indicateurs, c'est
le nombre de citations normalisées par domaine. De sorte qu'effectivement, en maths, si tu as par exemple, nous, on utilise les indicateurs normalisés, ce qui veut dire que 1, c'est la moyenne. Quand il y a 1,2, ben, il est 20% sur la moyenne. Et là, on peut comparer votre 1,2 avec son 1,2. Lui est en maths, lui est en chimie, mais c'est 1,2. Alors que chimie, il va avoir 250, puis l'autre en a 22. Mais quand j'observe, personne ne fait ça. Chacun se dit, il se lance les facteurs H en face, alors qu'ils sont incomparables, les facteurs H. Et donc, ce travail-là doit être fait pour dire, monsieur le recteur, laissez pas influencer par ce clown-là qui vous dit son facteur H. Allez donc plutôt voir la distribution des citations, etc. Surtout que le facteur H, comme thermomètre, est extraordinaire, vous savez, hein? Il baisse pas. Il baisse pas, il augmente. Fait que j'avais un thermomètre qui, une fois qu'il a marqué 20 degrés, ne peut que marquer 22, 25, 28. Assez curieux en termes d'évaluation. Et donc, l'évaluation, effectivement, se fait encore beaucoup, surtout dans les départements. Hein? Dans un département où il y a 30 profs, il n'y a pas 200 dossiers évalués. OK? Et même aux États-Unis, j'ai reçu souvent des départements d'histoire ou de sociaux, des dossiers de promotion, et on m'écrit, ou comme on l'écrit à Saint-Côte, là, voici le dossier, pourriez-vous nous dire si vous pensez que monsieur ou madame mérite une promotion? Et là, nous demande une lettre de 4-5 pages. Donc, il y a encore beaucoup de contrôle par les pairs. On a l'impression que la bibliométrie a pris le plan. C'est pas vrai. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut critiquer parce que c'est ça qu'on veut imposer de façon non critique. Qu'on en tienne compte des citations, ça va de soi parce que c'est la façon de savoir si quelqu'un s'est servi de ton travail, en plus des lettres. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Il y a une véritable dérive qui a des conséquences que, je pourrais donner 1000 exemples qui amènent à des décisions qui ont été absurdes. Le deuxième, sur les domaines, effectivement, ça veut dire qu'il faut se servir de sa tête. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des académiques, je m'en excuse, mais c'est le cas. C'est de dire, tu es en quoi, toi? Tu fais histoire de quoi? OK, tu fais histoire ou la sociologie ou l'économie, je ne sais pas trop quoi, du Maghreb, tu n'es pas dans un espace à 12 dimensions, avec un théorème d'existence de je ne sais pas trop quoi, qui va être dans Journal of Economic Literature. On comprend. Mais ce que je vois, c'est pas ça. C'est que, tu n'es pas dans le Journal of Economic Literature? Mais non, Coco, parce que ce qui se publie là, 1, ça ne m'intéresse pas. 2, je pense que ça ne sert à rien. Et 3, je pense que moi, ma vision d'économie, qui est implantée à telle place, est bonne. Et dans ça, si vous êtes en économie, je cite un texte, une étude d'économistes canadiens, qui a montré effectivement sur 30 ans, par des panels de la génération des années 70, 80, 90, effectivement, le déplacement des économistes canadiens d'objets intéressants d'après eux, puis avec, on peut être d'accord ou non, mais un certain bon sens, d'économistes du Canada, pour étudier des théorèmes qui leur permettent d'avoir accès aux revues considérées par certains comme étant les meilleures. Or, il y a une confusion entre les meilleures revues, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et les revues les plus internationales. Parce que qu'est-ce qu'une revue internationale? Je ne sais pas, mais on peut le définir. On peut dire qu'une revue est internationale si elle publie des gens de plusieurs pays. Hein, c'est une première définition empirique. Elle peut être internationale parce qu'elle est citée par différents pays, donc des chercheurs français ou américains. Mais si vous prenez un domaine que je connais, mais je peux le faire pour l'économie, mais je l'ai fait pour la sociologie. Évidemment, en sociologie, on va avoir tendance à dire American Journal of Sociology, c'est une revue internationale. On entend ça. Je dis, OK. Quelle est la proportion d'auteurs américains dans American Journal of Sociology? 90%. Prenons British Journal of Sociology. Quelle est la proportion de Britanniques? 70%. Parce qu'on se devine pourquoi. Hein? Ils ont un ancien empire. Le Canada est une Commonwealth. Mais quand même, tu peux dire, quand tu lis British Journal, tu as déjà une revue plus internationale. Il y a des Australiens, des Afrique du Sud. Quand tu lis American Journal of Sociology, tu lis les Américains. On ne dit pas par cette phrase-là qu'ils ne sont pas bons. On dit tu lis les Américains. C'est normal, il faut bien qu'ils s'intéressent au vote dans le sud des États-Unis, puis à la ségrégation raciale. C'est leur objet. Alors que les Français ont d'autres problèmes que les Américains. C'est ce qui fait que les papiers français, souvent, vont arriver là, ils vont dire, c'est intéressant ton papier, là. Outre que l'anglais est approximatif, c'est pas grave, mais ce qui est écrit dedans, ça ne nous intéresse pas. Donc, ils le retournent. Pas parce qu'il n'est pas bon, parce que ça ne nous intéresse pas. Donc, il faut faire une sociologie des objets et une sociologie des revues. Et que là, on se dise, OK, je t'évalue dans ton domaine. C'est quoi ton domaine? Économie de la santé. Bon, économie de la santé, tu publies où? Puis ceux qui connaissent l'économie de la santé vont dire, oh, oui, c'est connu ça. Donc, moi, je pense que c'est pas difficile
Ça se fait beaucoup, beaucoup, mais ce qui est présent dans le discours, c'est pas ça. C'est l'autre affaire de dire, oui, c'est impossible, pour être objectif, il faut mesurer ça. Fait que j'essaye, moi, de ramener ça un peu à des choses éthiquement correctes et middle of the road. Là, évidemment, pour les effets de manche, là, tu sais, je fais un peu de blague, mais middle of the road, parce qu'à l'OST, on en fait des centaines de contrats d'évaluation, mais on refuse certaines mesures, parce qu'on dit que ces mesures-là sont fausses. Ce ne sont pas des indicateurs. Par exemple, si vous avez un indicage de 10, vous avez un comité, là. Il y a un indicage de 10, puis l'autre un indicage de 5. Bien, j'ai vu des dirigeants qui disent, bien là, on prend l'indicage de 10, il est 2 fois plus gros que l'indicage. Mais non, c'est complètement faux. Dans ce cas-là, je peux vous montrer un cas, très facile abstraitement, mais qui nous fait comprendre l'erreur de la proportionnalité de l'indicage. C'est quelqu'un qui a 10 articles cités 10 fois, donc indicage de 10, et quelqu'un qui a 5 articles cités 60 fois. Son indicage, c'est quoi? Il est 5. Parce que l'indicage est borné par le nombre d'articles. Conclusion, l'indicage est corrélé à 0,99 avec N. Or, Hirsch, un physicien, a créé l'indicage en disant quoi? En disant, le nombre d'articles, là, c'est pas bon comme indicateur, parce qu'on peut publier plein de cochonneries. Donc, il faut combiner les deux. J'ai dit, oui, c'est une bonne idée. Comment tu le combines? Par ce genre de complexion de publication et de citation. Et mais regardez la corrélation. 0,9. Donc, si c'est 0,9, c'est quoi la différence entre H et N? En gros, il n'y en a pas. Hein? À 0,9, on commence à dire qu'on a la même mesure. OK? Donc, c'est ces banalités bibliométriques qui sont connues. Hein? Je n'invente pas ça, là. Hein? Si vous dites où tu prends ça, j'ai un groupe, allez lire toutes les revues de bibliométrie, c'est démontré depuis longtemps dans Centometrics, dans JSIS ou n'importe où ailleurs. Le problème, c'est que ceux qui utilisent ça sont déconnectés des travaux rigoureux sur comment évaluer éthiquement avec des mesures acceptées par tous. Tout le monde devine que si tu as publié 10 articles au cours des 10 dernières années, puis il n'y a jamais un mot, 10 chats, personne qui n'a jamais cité ça, bon, il y aura une exception, on dit, regardez, j'ai inventé un nouveau champ, puis ça, on sait que c'est pas à tous les jours le cas. Mais on doit y réfléchir, puis on va dire, es-tu sûr que c'est de la qualité que tu fais là si personne ne le fait? Donc, conclusion, se servir de son gros bon sens, ce qui, contrairement à ce que Descartes disait, le gros bon sens n'est pas la chose la mieux distribuée dans le monde académique. Donc, c'était mes commentaires sur vos deux questions. J'espère que ça éclaire un peu. Oui. Alors quoi, il y a une mesure alternative à H parce que vous semblez... Ah ben oui, ben oui, il y a une mesure alternative, c'est évident. Parce que H est faux. Point barre. Techniquement, H est faux. Par exemple, il y a un texte qui montre que, qui est contre-intuitif. Mais l'alternative, je viens de le dire. Hein? C'est le nombre de citations normalisées. Donc, autrement dit, l'autre erreur de H... J'avais entendu indicateur de citation normalisée. Pas nombre de citations. C'est nombre de citations normalisées? Non, l'indicateur de citation devient le nombre de citations normalisées par le champ. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas combiner, et ça c'est une autre chose que je n'ai pas parlé, mais si vous avez un indicateur qui a 3 dimensions... Comment est-ce qu'on identifie le champ à ce moment-là? Parce que bon, il y a sciences économiques, les différents domaines, économie de la santé, Exactement. économie, l'éducation, macroéconomie, Ouais. microéconomie. Le macro, c'est dans l'économie. Oui, mais Et le puis, nombre de citations n'est pas forcément le même. Non, et tu peux... Entre les macroéconomistes et... en économie, de la santé ou l'histoire de la pensée économique. Mais par exemple, en macroéconomie, les économistes orthodoxes, les économistes hétérodoxes, donc comment est-ce qu'on fait pour distinguer les OK. deux? Là, on va aller par étapes parce que je connais toujours ces affaires-là, mais il y a deux aspects à ça. Il y a l'aspect théorique qu'il faut qu'on règle d'abord. C'est quand tu as un indicateur, parce que l'indiçage, je le prends parce que je sais que tout le monde le prend. OK? Puis, je répète, ils ne savent pas ce qu'ils font. La première erreur de cet indice-là, c'est qu'il combine 2 mesures. Or, ça ne prend pas, il me semble, un doctorat pour comprendre que si tu as un concept qui est multidimensionnel, appelons ça la qualité, si tu as 3 mesures, hein, donc tu peux même faire un graphique, tu as un espace à 3 dimensions, tu peux dire, ben, j'ai 3 mesures, ben là, je peux évaluer sur la mesure A, la mesure B, la mesure C. Si je fais la somme des 3 divisé par 3, j'ai un point. Donc là, tu dis, ouais, mais là, j'ai fait la moyenne des 3, puis ces 3 mesures hétérogènes, cela là. Une, ça peut être... Donc, il faut tenir compte d'abord du nombre de papiers, parce que
en 5 ans, si tu dis j'ai un papier, ouais, puis on peut dire quelle est la moyenne des papiers chez les historiens. On est capable de faire ça. Là, c'est technique, et comme vous avez raison, on trouve un sous-ensemble qui est accepté par la communauté. Ça, il n'y a aucun problème, on peut faire ça. Par exemple, on dit histoire de la pensée, c'est quoi les 6 revues ou les 4 revues? Tu dis, OK, c'est ça, là, que tu définis ton univers. Là, on tombe dans la bibliométrie. Donc, il faut aller au niveau macro, pas au niveau d'un individu, ça c'est facile. Niveau macro, on va dire, oui, j'ai le domaine de l'histoire de la pensée économique, et on a ça dans la bibliométrie parce que vous avez l'intercitation entre les revues. Et si on fait un réseau d'intercitation, on sait parfaitement que les intercitations entre les revues d'économie sont plus fortes qu'entre les revues d'économie et de sociologie. Donc, ça veut dire que si vous faites un réseau, vous pouvez même appliquer des techniques de détection de communauté automatique qui vont vous donner les sous-champs. Mais vous pouvez le faire de façon plus qualitative. On a des contrats, par exemple, où on est dans un sous-domaine de l'astrophysique. Par exemple, là, j'ai un travail que j'ai fait ce matin avec des gens du CEA. Eux, ils veulent l'effet du satellite Hubble sur les recherches. Donc, ils disent, OK, il faut chercher ça. Là. Mais eux, ils connaissent les papiers. Ils disent, OK, on a mettons, 1200 articles qui sont dans notre domaine et qui couvrent des sous-domaines. Donc là, on est dans une. Mais au moins, gardons les indices, par exemple. Nombre de papiers, première chose. Deuxième, pas multiplier, diviser. Deuxième, nombre de citations normalisées pour l'ensemble de ces papiers-là. Donc là, tu sais qu'il y en a 12 papiers, puis tu sais le nombre moyen de citations normalisées. En s'étant entendu qu'on est capable de le normaliser. Et ça, si vous avez ces deux informations-là, vous allez être capable d'embaucher la personne sans vous tromper. Tandis que si vous remplacez ces deux-là par l'indissage, je dis, vous trompez. Parce qu'est-ce que vous doutez que 10 citations 10 fois, puis 5 citations 60 fois, tout le monde comprend que tu prends le gars qui a 5 citations 60 fois. Tout le monde comprend ça dans un comité. Donc, c'est la preuve, je dirais, très simple, très pédagogique, que l'indissage est défectueux. C'est juste technique. Donc, tu gardes N, puis tu gardes S. Puis là, tu en as deux. Maintenant, on peut les mettre au niveau macro pour le département complet, parce que là, ensuite, c'est simple, tu additionnes ça au niveau macro, tu mets les universités. Fait que là, tu as les universités comme Harvard, tu peux dire, oui, Harvard sont bons en chimie, mais attention, ils sont moins bons qu'on pensait en génétique. J'invente là. Mais, tandis que sont, oui, Harvard sont meilleurs partout. Ben non, Harvard n'est pas meilleur partout. OK? C'est pas vrai. Mais le capital fait qu'on a tendance. Donc, moi, je pense que si on fait de l'évaluation scientifique, donc rigoureuse, qui a des conséquences éthiques sur les embauches, il faut que les indicateurs soient bien indiqués. Par exemple, dans les classements de Shanghai, des classements du Times Higher Education, qui classe les universités. Savez-vous qu'il y a un indicateur, qui est celui qui me fait le plus rire, parce que c'est un indicateur, c'est la proportion de professeurs étrangers et d'étudiants étrangers. Intuitivement, vous dites, ben oui, c'est bien qu'il y ait des professeurs étrangers, si ça veut dire que j'attire, mais ce n'est pas un indicateur au sens technique du terme, parce que si c'en est à un, dans le classement, vous devinez tout de suite que 90% va donner plus de points que 20%. Or, une université qui vous dirait qu'elle a 90% de professeurs étrangers, c'est une université coloniale. Ce n'est pas une université d'un pays développé. Ça n'existe pas. Okay? Donc, le chiffre, c'est pas qu'il faut être contre les professeurs étrangers, mais c'est dire ton indicateur, c'est pas un thermomètre. Parce que quand tu vas arriver à 90, c'est ce qui est arrivé avec les classements, ils vont acheter les adresses des autres, ils vont monter de 48 rangs en 2 ans. Ce qui, dans un labo de recherche, est une impossibilité mathématique. C'est impossible. Donc, c'est juste ça que je dis. Ça a l'air critique, là, mais c'est pas critique. C'est de la rigueur appliquée et non pas du délire où on dit H n'est pas bon, on le met au carré. C'est tabarnak. Si H n'est pas bon, c'est pas le mettre en carré qui va devenir bon. Il y a une autre chose que je vois chez les chercheurs, c'est de dire OK, tu as raison. Cet indicateur-là, il n'est pas bon. Donc, j'en prends 3 autres. Et OK, donc tu es en train de me dire que 3 indicateurs pas bons, en moyenne, va devenir bon. Non, il faut prendre un bon indicateur et pas 3 mauvais indicateurs. Je pense que c'est pas compliqué à comprendre et que c'est ce qui se fait à plusieurs endroits. Par exemple, le CWTS, qui a un classement des universités. Pourquoi il est bon, son classement? C'est très simple. C'est qu'il donne les 8 dimensions. Et là, vous choisissez, si vous aimez la dimension 1, par exemple, la proportion de papier dans le top 1% des citations. Ça, c'est un bel indicateur qui est homogène, qui obéit à tous les principes que je définis d'un bon indicateur. Et il vous laisse les 8 dimensions. Shanghai vous dit, t'es 150e, essaye de savoir pourquoi, tu ne sauras jamais, parce que c'est la somme de X, Y, Z qui est corrélée entre eux, c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas utiliser Shanghai, parce que c'est dangereux, puis on l'a vu en France avec Sarkozy et compagnie. Qu'est-ce qu'on fait on est dans un département de psychologie, il y a des gens qui sont spécialisés en psychologie comportementale,
comportementales, il y en a d'autres qui sont spécialisés en psychologie, Ouais. Psychanalytique ou oui. autre. Et qu'il y en a, et donc il y en a qui vont dire oui, psychologie, psychanalytique, ça vaut rien, c'est pas bon, C'est ça. alors que l'autre, psychologie comportementale, c'est beaucoup mieux. Ah, mais la réponse à ça est simple. C'est comme vous venez de vous mettre à l'échelle du département. Si on me demande conseil, je dis, pour faire votre travail, vous n'avez pas besoin de bibliométrie. Vous êtes autour de la table, vous avez le dossier, puis ou bien vous avez embauché des gens en psychologie psychanalytique ou psychologie humaniste, ça veut dire que vous considérez ça, que c'est acceptable. Sinon, vous ne les avez pas embauchés. Puis si vous les avez embauchés, vous les évaluez comme psychologie humaniste, pas comme neuropsychologue qui publie dans des revues avec des fils électriques. Je ne prends pas un docteur à comprendre ça. Mais tu n'as pas besoin de bibliométrie. Par exemple, en humanité, vous savez qu'en humanité, vous ne savez peut-être pas, mais on le démontre, en humanité, les articles sont presque jamais cités. On ne cite pas les articles en humanité. On cite quoi? Des livres. Donc, publier des articles dans les humanités, pas dans les sciences sociales, mais dans les humanités, c'est correct parce que ça diffuse. Mais si on prend la citation comme mesure, après on découvre qu'on ne cite pas ça, 80% des références dans les articles d'humanité, dans les articles, sont à des livres. Conclusion, ça confirme que l'unité d'évaluation aux États-Unis, dans le département d'histoire, c'est pas les articles, c'est le livre. Un prof qui ne publie pas un livre n'a pas de tenure. On peut être contre, mais c'est la base. Puis en plus, on devine que c'est pas absurde. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, mais je dis que c'est pas absurde parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, en termes bibliométriques, c'est les livres qui sont cités, c'est pas les articles. Alors, bien sûr, en physique, tu ne cites pas de livres. Ça n'a pas de sens. Tu cites des articles. En sociologie, c'est 50-50. On l'a par domaine. Donc, il faut juste se dire quel est votre but. Évaluer un département, pas besoin de bibliométrie là-dedans. C'est pas ça qui va vous faire décider. Ça peut vous éclairer. Si le gars dit, j'ai 40 000 citations. Mais, je vous le dis, si le gars dit, j'ai 40 000 citations, il n'y a pas besoin de vous dire qu'il y a 40 000 citations, parce que s'il y a 40 000 citations, vous le connaissez. Hein? C'est comme je vous dis, j'ai Albert Einstein. Bon, Albert Einstein, on le connaît. Si quelqu'un dit, hey, son indice H est de 165, c'est une connerie. On connaît Albert Einstein, hein? Il est mort en 1955, il a un prix Nobel, pas besoin de savoir ça. Donc, les gens confondent les chiffres magiques et le travail sociologique ou politique, hein, ou méthodologique, d'évaluer des collègues dans leur département. Moi, je ne connais aucun département dans la plupart des sciences humaines et sociales qui n'évalue pas de façon rationnelle en regardant le CV, en disant, t'as rien foutu depuis 3 ans, tu fous dehors. Il n'y a pas besoin de compter les citations. Par contre, à l'échelle macro, tu ne peux pas. Donc là, il faut que tu aies des citations. Par exemple, les citations de la physique dans 12 universités, comme c'est assez gros, tu as n égale 100 ou 150, c'est très stable. D'une année à l'autre, tu sais qu'il sort 50 articles du département. C'est pas. Alors qu'un individu, vous avez 3 articles une année, vous n'avez pas ensuite. Donc, les fluctuations, ne serait-ce que statistiques, empêchent d'appliquer la bibliométrie au niveau individuel. Sinon, pour avoir des évidences que le gars qu'on connaît qui ne fout rien, bien, il n'est pas cité, mais on le sait, il ne fout rien. Puis l'autre qui est connu, qui est partout dans le monde, on sait qu'il est cité. C'est une perte de temps. Donc, il y a une confusion sur la bibliométrie que moi, j'essaie d'enlever. Une question. En fait, c'est par rapport à l'indice H. Mais si on regarde, oui. Si on regarde les indices H des chercheurs, il y a plus de chercheurs qui ont des articles et des citations que des chercheurs qui ont 5 articles et 100 citations par article. Oui, Donc, c'est une évidence statistique. l'erreur, elle est petite. Donc, Faut faire OK, là, on a un problème là, méthodologique très important. Je vais essayer d'expliquer très simplement, je pense que c'est évident. Quand on fait des statistiques, on a un groupe. OK? On a un groupe. Par exemple, c'est évident, mais quand on évalue une personne, qu'on doit déterminer si elle a une prime ou si on la fout dehors, parce qu'aux États-Unis, là, ou chez nous, ça prend 6 ans pour obtenir la sécurité d'emploi. OK? Donc, quand on fait ça, on ne peut pas remplacer la mesure individuelle par la mesure statistique. Autrement dit, le fait qu'il y a une distribution, qu'il y a une wide spectrum, là, il y a un écart type très élevé, montre qu'il ne faut pas utiliser ça pour un individu. Et c'est évident que statistiquement, par définition, si tu as un gros facteur, si tu as un gros indice H, ben c'est parce que tu as beaucoup cité, que tu as publié beaucoup. Donc, c'est une mesure de qualité, entre autres. non, Ça pas... informe sur la qualité.
Ça informe, mais ce n'est pas un indicateur, parce que je vais te donner l'exemple du gars qui a H, puis l'autre a 10. Alors, la qualité, c'est le 5. La visibilité en termes de plus t'as d'articles. D'ailleurs, il y a un vieux texte de 1981 de Cole Cole, que je t'ai fait lire, qui montre que, bien sûr, il y a une corrélation entre le nombre de papiers pour un échantillon de chercheurs et le nombre de citations. Pourquoi? Parce que l'idée qu'il y a des gens qui font 1000 papiers de merde, puis qu'il y en a qui font 2 papiers de génie, ça, c'est dans la tête des gens. Dans la société, ça n'existe pas. Donc, une corrélation très forte entre, au fond, la productivité puis les citations. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation statistique que quand on évalue un individu, on lui applique la mesure. C'est absurde. Donc, c'est une question d'échelle. Évaluer un individu, ce n'est pas la même chose qu'un groupe. Il y a des régularités dans un groupe que tu trouves dans l'indissage. OK? Mais l'indissage étant pas normalisé, tu ne peux pas utiliser l'indissage de 2 personnes. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu l'évalues qualitativement. Mais tu peux t'en servir comme proxy pas très bon, c'est au niveau très macro, parce que c'est tout. Tout est lié ensemble. Tu sais que ça n'affectera pas. Ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans le texte, c'est ce qu'on a montré là. Que si tu connais la revue américaine puis la revue européenne, ben, c'est très bien, ils sont moins cités. C'est normal, la base de données américaine est biaisée que des revues américaines. C'est évident. Okay? Fait que tout ça devient technique, mais sur le plan éthique, tu ne peux pas utiliser au niveau d'un individu particulier une propriété qui a une écart type, ça de large, comme l'indissage. Tu ne peux pas faire ça. Pour des raisons éthiques. Donc un peu de temps ou pas? Déjà mis. Pardon. Jusqu'à 15 ans. Pardon, je sais que si je peux te poser une question. Oui. J'ai trouvé la présentation très claire et très intéressante. Alors, il y a quand même un petit, je pense, un biais dans la Oui. présentation qui est volontaire sur le fait que, a priori, pour le dire de manière un peu brutale, la bibliométrie, c'est mal. Alors, en revanche, en tant qu'économiste, moi, je suis un petit peu sensible au fait qu'a priori, si l'État fait un investissement, il peut essayer d'avoir quand même une sorte de retour sur l'investissement. Et donc, pour mesurer son retour d'investissement, il a besoin d'avoir des mesures. Donc les mesures, il peut les faire soit par le peer referring, soit par la bibliométrie. Alors le problème, c'est que effectivement, il y a un problème sur les deux. La bibliométrie a des difficultés, on est d'accord, mais le peer referring, c'est pas bon non plus, parce qu'on sait très bien que c'est difficile. L'évaluation par les pairs est très bonne, et il suffit de regarder tous les problèmes qu'on peut avoir quand on soumet et qu'on est évalué par quelqu'un qui ne connaît pas le dossier. Donc a priori, on a un autre processus d'évaluation. Il n'est pas forcément meilleur. Donc si la bibliométrie c'est mal, on remplace par quoi? C'est la première question. Ensuite, deuxième question. J'ai peut-être été un peu violent sur... Pas du tout. Donc, Parce que je ne comprends pas que vous ayez ensuite, compris ça. derrière, on dit, ok, vous disiez brillamment, la bibliométrie crée des modifications à partir du moment où on a l'instrument. Bah, c'est clair qu'on va essayer de modifier son comportement de façon à ce que ça soit meilleur. C'est clair, et ça, je pense qu'en économie, il y a un certain nombre de lois qui sont énoncées qui démontrent ça. Donc ça, je pense que l'économiste comprend très bien. En revanche, le problème, c'est de savoir dans quelle mesure il y a un biais. C'est-à-dire qu'en fait, si le biais n'est pas influencé, c'est en gros, est-ce que l'activité de chercheur en soi n'est pas une activité qui est un choix volontaire, qui est un peu pur, alors peut-être que je suis un peu optimiste, hein, mais qui est un choix volontaire d'un sujet, d'une thématique, parce que ça nous intéresse, et plus que par la recherche bête d'une note. Si on voulait une bonne note, on irait dans le privé, on ferait beaucoup d'argent, et on n'aurait pas de problème. En d'autres termes, quel est l'effet de la bibliométrie sur les comportements? C'est-à-dire qu'en gros, si l'effet est marginal, question bête, je fais juste, si j'ai bien compris, vous étiez physicien. Oui. Est-ce que c'est pour avoir de meilleures notes que vous êtes passé en sociologie et en histoire des sciences? Okay, Ou est-ce que simplement parce que c'est fun, hein, parce que ça vous intéresse, et que dans ces conditions, le fait que le choix individuel, le choix scientifique n'est pas forcément gouverné par un fait qu'on aura une bonne note après, c'est juste parce que ça nous amuse, parce que ça nous intéresse. Ouais, ok. Je vais répondre à la deuxième, qui est plus courte, puis ensuite je vais revenir à la première, mais la question est très simple, et par exemple, je vais vous donner un livre qui est j'oublie son nom, je le cite là-dedans, mais c'est un livre qui s'est paru au Seuil il y a quelques années, qui s'appelle « Les décisions absurdes ». Ou les stratégies absurdes, mais je le cite. Et elle, c'est une économiste des organisations, ou une sociologue des organisations, je ne sais plus lesquelles les deux, j'ai oublié, dans le monde privé. Donc et ce qu'elle montre, qui s'applique exactement dans le cas de la bibliométrie ici, c'est que, qu'on le veuille ou non, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que les gens adaptent en fonction de l'indice.
C'est clair. Qui s'adapte. Mais est-ce que c'est à la marge ou est-ce que c'est Ah, ça la marche. Est-ce que je choisis Je moi pense de faire que- de la biologie moléculaire parce que ça me donnera une meilleure Non, carrière non, que non, quelqu'un d'autre, attention, c'est pas comme ça que ça veut dire. Là, il y a deux niveaux. C'est que si vous dites que vous faites de la biologie moléculaire, vous faites de la biologie moléculaire. Là, vous êtes en biologie moléculaire. Ce que je dis, et ce que ces travaux le montrent, c'est que si vous êtes en biologie moléculaire, mais que vous considériez un sujet super important qui était, je sais pas, un aspect de la biologie moléculaire qui s'adonne à être, pour des raisons liées à l'indicateur, mal classé. Vous avez deux choix. Vous continuez là-dessus, et comme vous êtes mal classé, est-ce que vous allez être capable de continuer? Vous ne serez pas capable de continuer. Ce n'est pas une question de liberté, là. Vous ne serez pas capable de continuer parce qu'on va mal vous évaluer, puis vous n'aurez pas d'octroi. Et donc, vous irez lire le texte sur les économistes canadiens qui montre très bien le déplacement. Donc, je ne pense pas que c'est marginal parce qu'il y a des objets abandonnés. Il y a des objets abandonnés par l'effet du thermomètre. L'autre chose qui est plus simple, c'est que c'est peut-être un effet, parce que écoutez, je répète, je suis depuis 20 ans directeur de l'Observatoire des sciences et des technologies. Je fais régulièrement de la bibliométrie. Je ne suis pas contre la bibliométrie. Au contraire, la raison pour laquelle moi je peux dire ça, c'est très simple. C'est très simple, sociologiquement. Moi, je peux écrire ça parce que je fais de la bibliométrie. Vous savez très bien que si je ne faisais pas de la bibliométrie, vous dites, tu ne veux pas être évalué. Donc, revenons à l'évaluation. Les chercheurs, depuis la nuit des temps, donc depuis le 17e siècle, sont les positions sociales les plus évaluées. Donc, c'est pas moi qui compte l'évaluation. Là, ce dont on parle, c'est pas qu'il faut évaluer et qu'il y ait du retour sur le financement. Hein? Personne n'est contre ça. Je dis que votre présentation était volontairement un peu. Elle n'était pas contre. Ah, Elle montrait les limites d'accord, de l'évaluation. Juste les limites sur un. Moi, je l'ai Ouais, plus c'est ça. compris comme les limites, on va dire, Oui, d'accord. d'un indicateur qui agrège plusieurs dimensions. Exactement. Et avec l'idée qu'il faut plutôt garder. au Mais moins en deux pratique, c'est ça dimensions. qu'ils font pas. Voilà. Au moins deux, Au puis moins bon, deux. c'est un 3, c'est bien, mais il faut qu'il soit gardé indépendamment. Donc ça, c'est clair et net. Mais effectivement, je sais que ceux qui critiquent, on dit « Ah, tu ne veux pas être évalué ». Donc là, on tombe dans de la rhétorique parce que tout le monde est évalué. La question, c'est comment on doit évaluer. Et donc, la deuxième question, c'est comment. Puis la troisième, c'est à quelle échelle. Évaluer un individu, je m'excuse, il y a une seule façon, c'est de prendre son dossier. Qu'on mette dans le dossier N. D'ailleurs, on fait de la bibliométrie quand on fait de l'évaluation individuelle. Hein? C'est dans notre tête. On dit « Ouais, il y a juste 4 articles en 5 ans. » En gros, c'est la bibliométrie. Sauf qu'on n'a pas écrit N égale 4 divisé par 5. Puis quand on dit « Ouais, il y a 12 articles, mais il n'y a pas un chat qui a cité ça. » C'est ce qu'on fait intuitivement. On ne fait pas de la bibliométrie au sens technique, mais on en fait sauvagement. Donc, ça existe, la bibliométrie. Moi, ce que je dis, c'est que maintenant, si vous voulez la formaliser, là, il faut mettre des gants. Là. C'est comme je vais prendre l'exemple de physique. Si vous avez un hygromètre qui mesure l'humidité, puis vous mélangez ça avec un thermomètre, bien, c'est de valeur, mais vous allez mal faire de la météorologie. Okay? Donc, je ne pense pas que c'est marginal. Puis deuxièmement, là où on ne le sait pas, mais il faut attendre le futur, c'est que plus on va pousser là-dessus, mais les travaux de Merton sur la structure des opportunités en sociologie nous fait prédire sans l'ombre d'une erreur que si tu continues à pousser là-dessus, l'autre, il n'y a pas d'autre choix que ou bien de changer d'objet, OK? Ou bien de cesser de travailler, parce qu'il n'y aura pas les outils. Donc, ce n'est pas abstrait. Est-ce que c'est 90%? Bien sûr que non, parce qu'on commence avec ça. On commence avec ça. Et la preuve, c'est que quand dans les départements en Angleterre, on dit qu'on ferme, mettons, philo, ou qu'on ferme ci, sur quelle base qu'on va se dire, ah, mais dans le classement du REF, t'es pas assez élevé, ou Puis il y en a qui ont voulu remplacer le REF par les bibliométries. Alors, vous savez qu'à REF, il n'y a pas de bibliométrie dans REF. C'est des versions par les pairs. Le research exercise, c'est mal compris. Il y en a qui pensent que c'est bibliométrique. Pas du tout. C'est 2000 personnes sur une usine à gaz, à mon avis, mais bon, 2000 personnes qui réévaluent les papiers, ce qui est absurde, parce que s'ils ont été publiés dans Nature, laissez faire, si, ils ont été publiés dans Nature. Donc, il y a une dérive de l'autre côté. Donc, moi, je pense plutôt qu'il faut être au juste milieu, utiliser les bonnes dimensions de l'indicateur, pas confondre qualité avec visibilité. C'est pas pareil. Parce que la qualité, c'est assez subjectif. Hein? Dans votre domaine, comme dans le mien, tu peux dire, ouais, lui, ce qu'il fait, blablabla. Mais ça, il faut vivre avec ça. Hein? Donc, il ne faut pas remplacer les pairs par la bibliométrie, ni la bibliométrie par les pairs. Il faut utiliser chaque mesure valide à l'échelle où elle est utile. Et le paradoxe que je cite dans le livre, mais qui est un vrai paradoxe social, c'est que si dans votre domaine, OK, vous connaissez votre domaine, comme moi, je connais le mien en sociologie des sciences, OK? Donc, je peux dire, oui, ça c'est bon, c'est mon avis, mais ça c'est bon, ça c'est pas bon. J'ai pas besoin d'indices. Je connais le domaine. J'ai les revues Social Studies of Science ou JSIS, j'ai pas besoin de leur facteur d'impact, je les connais. Par contre, si je connais pas le domaine,
Vous avez besoin de facteur d'impact. Vous dites, c'est quoi ça, Jesus? Là, tu vois, le facteur d'impact. Paradoxe, c'est très simple. Si je dois évaluer le domaine, puis je le connais, je n'ai pas besoin de facteur d'impact de revue, du tout. Mais si j'en ai besoin, c'est que je ne connais pas le domaine, or, je ne devrais pas évaluer le domaine. Conclusion, pas besoin de ça pour évaluer. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile au niveau macro comme indice, je m'en sers du facteur d'impact. Mais au niveau de l'évaluation, je dis, si tu as besoin du facteur d'impact, c'est que tu ne connais pas le domaine. Je me souviens justement pour parler d'économie, un de mes collègues qui était directeur du département d'économie, chez nous, ça donne qu'en économie, il y a des historiens de la pensée. Fait que lui, il voit ça, il dit, c'est quoi ça? Il m'appelle. Il dit, Gingras, tu connais-tu telle revue? Je dis, ben oui, ça, c'est la revue centrale dans notre domaine. Ah, il dit, OK, c'est beau. Je raccroche, puis il dit, OK, c'est correct. Parce qu'il ne connaît pas ça, lui, l'histoire. C'est normal, il est en économie. Puis eux, pour des raisons que je trouve stupides, l'économie, l'histoire de l'économie, au lieu d'être en histoire, il est en économie. Mais au moins, s'il avait regardé facteur d'impact, le gars, il t'adore. Parce que voyons donc si un facteur d'impact d'une revue d'histoire va être élevé comme une revue de physique ou d'économie. C'est absurde. Mais ça existe. Je vous donne un dernier exemple pour vous convaincre que ce que je dis là, c'est pas de la fabulation. C'est tous des exemples réels. En Nouvelle-Écosse, il y a une historienne de la médecine qui s'occupe de l'éthique. Non, c'est même pas une historienne de la médecine, c'est une philosophe de l'éthique biomédicale. Elle s'adonne, pour des raisons contingentes, à être dans une faculté de médecine. Elle est évaluée pour sa promotion. Les idiots, m'excuse le langage, mais il faut être capable de reconnaître des idiots de gens qui sont intelligents. Les idiots disent, c'est quoi ton facteur d'impact? Non, ton indice H, parce que tous les médecins délirent avec l'indice H. C'est quoi ton indice H? Bien sûr, son indice H est égal à 1. C'est quoi? Fait que là, tu as toute l'association des philosophes qui se réveillent. Il m'appelle, puis il dit, hey, fais-nous un petit argumentaire sur c'est quoi cette connerie d'indissage, puis comment c'est pas normalisé, puis tout ça. Fait que j'ai fait ça. Lui, il y en a qui prennent une lettre officielle, il écrit à l'autre, il dit, on a vérifié, vous êtes expert, puis vous déconnez. Ces gens-là étaient en éthique biomédicale, en philosophie. Chris a revu, a publié dans Philosophy of Science, disons, c'est la meilleure revue. Elle ne publie pas dans The Lancet. Là, ce que je ne sais pas depuis, c'est que ça a eu sa promotion, mais pour vous montrer qu'en haut, hey, c'est quoi ton. Et donc, j'ai peur de ça, là. S'ils mettent cette fille-là dehors, ils peuvent la mettre dehors. Par ailleurs, moi, je ne la connais pas. Mais sur la base de dire, en éthique biomédicale, voici les 5 revues, exemple. Puis si tu n'as pas publié depuis 5 ans, qu'est-ce que tu fous? Mais pas sur la base du facteur H qui n'a aucune signification dans le domaine des humanités. Mais c'est réel, ça. Donc, c'est contre ça que je me vois. Mais sinon, sur le changement de comportement et d'abandon de matière, Ouais. etc., quelque part, il n'y a quand même pas que la métrique, je veux dire, et l'évaluation des biométriques qui a fait ça, hein, je veux dire, bien évidemment. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir, je veux dire, quand Séparer les deux. Les économistes canadiens, ça vont changer, etc. Mais évidemment, la première des choses qui vient, je veux dire, à l'esprit, c'est déjà, en fait, le financement. On est Le financement, je veux dire, de certains Prioritaire. champs de D'accord. recherche, etc., Oui. qui vont inciter, du coup, en fait, les chercheurs à aller, effectivement, en abandonner d'autres, D'accord. etc., quoi, je veux dire. Oui, mais ça, je suis entièrement d'accord. Donc, Il n'y a pas de du coup, problème. il faut, Mais là, je parle de cette variable-là. Par exemple, sur ce Oui, dont vous parlez, j'ai fait un texte en 1990 sur l'impact, je vais mettre, du programme stratégique du CRSNG chez nous, qui est l'équivalent de l'ENR en sens de la nature, qui avait créé un programme en 80 sur l'énergie solaire. On disait, il n'y a personne qui travaille sur ça, il faut travailler là-dessus. Et là, on a montré la construction d'une identité. Mais lorsqu'on a des domaines qui existent, et non pas, par exemple, les nanotech, ça n'existait pas. Fait que là, les gouvernements disaient, hey, il faut travailler ces nanotech. Mais donc, il faut tenir compte de ça, mais lorsqu'on est dans un domaine diversifié, en plus, vous pouvez dire, bon, moi, je suis tanné de travailler sur tel domaine, mais il y a un effet mesurable, pareil. Il faut en tenir compte. Donc, il y a une différence entre les priorités politiques qui sont justifiées. Moi, j'ai toujours été pour les politiques. C'est eux qui sont élus, puis ils disent, là, il faut travailler plus sur l'économie de la santé, parce que le vieillissement de la population. Ils disent, OK, tu mets 5 millions là, puis là, tu vas peut-être dire, fuck, je m'en vais en économie de la santé. Ça, c'est pas la même chose. L'autre, c'est l'indicateur. C'est publié dans Nature. Comment publié dans Nature? Je ne publierai pas dans Nature. Je suis dans un domaine où il n'y a rien dans Nature. Il y a combien d'articles de maths dans Nature? Hein? Combien d'articles de biologie? Surtout les articles de bio. Puis de cancer. Pas de maths. Fait que si tu dis au matheux de faire un article dans Nature, vous déformez. Donc, c'est très compliqué l'évaluation. Il faut pousser les bons boutons avec les priorités conscientes.
pas inconsciente, parce que ceux qui disent ça ne sont pas conscients que dire que les top 5, c'est ça, ça va avoir un effet. Parce que ce n'est pas leur but que tu changes de domaine. Leur but, c'est que tu publies là. Tu dis, ouais, mais là, si tu veux que je publie là, je vais changer de domaine. C'est ça qui est le débat théorique, c'est pas l'intervention gouvernementale. J'ai aucun problème avec ça. Fait qu'on n'est pas loin. Hein. Moi, ce que je veux dire, c'est simplement que je suis hyper rigoureux et j'ai défini dans ça 4 principes. Puis j'ai dit, donnez-moi n'importe quel indicateur, n'importe quel. J'ai fait une blague un coup dans un cours. La LOLF, hein, vous connaissez tous la LOLF en France, a 832 indicateurs, ou 675. Je suis convaincu que la moitié de ça ne sont pas valides. Mais il faut les mesurer un par un. C'est long, mais il faut le faire. Est-ce qu'on peut considérer qu'il existe un indicateur? Ou est-ce qu'on peut pas, on n'est pas obligé d'avoir une multiplicité d'indicateurs? Ah, mais c'est une évidence. Là, je parle d'un au sens que, dans la phrase, il faut dire « je mesure un indicateur », mais au contraire, il faut une palette. Par exemple, si tu dis la qualité, il y en a Quel plusieurs. sera à peu près le nombre optimal d'indicateurs? Ah ben là, il y a un autre, effectivement, il y a un problème où des fois, on en veut 15. Hein? Give me a break. Oui, parce que- Sur un concept donné, 830 OK, de la LOLF, ça, c'est du délire. Fait que sur un concept donné, donc une mesure, parce qu'il faut bien savoir c'est quoi l'indicateur. Tu veux mesurer la température, ben, tu en as un, c'est ton moment. Là, c'est plus facile. Dans les sciences humaines et sociales, c'est plus compliqué. Fait que si tu veux mesurer ce qu'on appelle la qualité, qui est la chose la plus multidimensionnelle, là. Ça peut être l'originalité, par exemple. L'originalité, c'est la qualité. Donc, tu dis, OK, j'ai 3-4 indicateurs. Je sais que, dont un peut être qualitatif. Tu dis, oui, ça, c'est le premier papier sur tel domaine. Donc, il a ouvert un nouveau domaine. Ah, j'en tiens compte comme mesure. Je compte les citations qui donnent une mesure facile. Hein, c'est le syndrome du lampadaire. Pourquoi on compte les citations? C'est parce qu'on les a. Pourquoi on compte les papiers? Parce qu'ils sont là. Donc, les autres sont nécessairement plus qualitatifs. Mais si tu en as 3 indépendants, par exemple, tu as 5 articles sur 5 ans, puis tu dis, ouais, mais tu as 0 citation. Là, il peut y avoir une maudite bonne raison. J'ai dit, bien oui, regardez, ça va prendre 3 ans aux gens à refaire ça parce que c'est satellitable, puis on ne fera pas ça avant 10 ans, ou c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en bibliométrie les Sleeping Beauty, hein, les belles au bois dormant. J'ai un papier qui montre qu'un des physiciens les plus brillants au monde, qui s'appelle Majorana, qui est dans les années 20, a fait un papier révolutionnaire en 1936 sur l'équation des particules à spin quelconque, alors que l'équation d'Irac, 1932, dit spin 1/2. Lui, il fait généralisation spin n, que n soit 1/2, 3/4. C'est génial. 0 citation jusqu'en 1968. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de spin 3/4 puis 2/3 avant les années 60. Parce qu'il faut les accélérateurs qui frappent n'importe quoi avec n'importe quoi pour avoir autre chose que des neutrons ou des protons, puis des électrons qui ont tous ce spin 1/2. Fait qu'on comprend que. Mais ça, je dis ça, là, c'est archi exceptionnel, mais intuitivement, ça nous fait comprendre qu'il faut des. T'as pas de citation, il faut dire pourquoi. Et là, il y a peut-être une maudite bonne raison. C'est ça qui est l'idée d'avoir 3 mesures. Et alors, du coup, quelle sera la troisième, selon vous? Nombre de papiers? Nombre de papiers, nombre de citations. Normalisé, la troisième? Ouais, bien là, la troisième, je dirais, ça se peut une variable contextuelle, parce que quantitativement, je n'en vois pas un chiffre qu'on a sur la base de données. Il y en a qui vont prendre les nombres les montants des subventions de recherche. OK? Ça, c'est fait. Moi, je compte. Pourquoi? Parce que c'est un. Oui, mais même pas. Oui, même pas, parce que c'est un input. C'est pas un output. Ah, tu mesures, j'ai vu ça. Bien sûr, le propre. Mais ça, c'est exactement le même argument que l'autre à l'envers. C'est que si c'est corrélé, c'est normal, parce que si tu as 20 euros, pas grand-chose. Si tu en as 1000, tu vas augmenter. Mais si toi, tu as 20 articles, puis dans un domaine où c'est permis, enfin, on oublie ça ici en nature. En chimie, en physique, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les produits chimiques, tu fais rien. Mais c'est en sciences humaines et sociales, tu peux facilement faire 3 papiers avec 0 subvention, puis avoir un papier sur 5 ans avec 1 million de subventions. J'ai vu ça dans un comité. Et moi, j'ai dit au comité, non. Moi, je mesure le ratio input-output. Ergo, 3 articles divisés par 0, c'est infini. 4 articles divisés par 1 million, c'est de la merde. Donc, je mesure. Mais ça, vous me demandez mon avis. Moi, mon choix, c'est que les inputs sont secondaires pour l'évaluation de la qualité. Ben oui, mais là, lui, on sait pourquoi. On finance les étudiants. Vous avez compris. Mais ça, c'est autre chose. On dit, OK, au fond, je veux pas que tu sois bon. Je veux que tu payes les salaires des étudiants. Fait que demande des ANR. J'ai rien contre, mais je vous dis. Ah, mais c'est une autre question. Là. Mais si vous dites non, parce que c'est corrélé,
je veux que tu aies 1 million. Vous savez qu'en Angleterre, il y a eu un débat l'année dernière, parce qu'il y a un chercheur, je ne sais plus dans quelle discipline, qui était très connu, qui publiait, mais qui lui, ah oui, en médecine, qui publiait en termes d'indicateurs selon leurs normes, c'était bon, mais il ne demandait pas beaucoup d'octroi. Lui, il disait, ben, moi, gars, je suis content, j'ai mes petits montants, puis ça roule, puis ça va bien. Son doyen, on dit, mais là, si tu ne doubles pas tes montants d'ici 2 ans, non, le gars, là, qui a été perturbé, bon, chacun a sa personnalité, il s'est suicidé. Il y a eu un débat énorme en disant, s'est-tu suicidé en relation avec ça? Difficile à prouver. Mais l'input ne devrait jamais, c'est une absurdité, être une mesure de qualité sur la base d'une corrélation. C'est absurde. Par rapport à ce que vous avez dit, effectivement, le H, ce qui est vrai, évidemment, ne descend jamais. Ouais. Ce qui est logique. Mais bon, pareil, le nombre de papiers qui soient normalisés, etc., en fait, les citations ne vont pas diminuer. Oui, les Sauf- citations diminuent. Par papier, c'est un ben oui. décompte, c'est un Non, c'est un décompte, hein. Non, 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 Vous non. pouvez pas le diminuer. Non, OK. Là, on a les deux, mais ce qui compte, c'est le nombre de citations moyen par papier. Le nombre total ne baisse pas, mais c'est l'indicateur qu'on construit, c'est le nombre, par exemple, si vous avez... Ah, c'est le moyen. Ah oui, oui, il faut, parce que le nombre, justement, Non, si vous... mais justement, j'ai pas compris quel était l'argument, l'indicateur que vous utilisez. OK. C'est le nombre moyen de citations par papier. Ah, d'accord. C'est pas le Parce que lui, il va baisser parce que la demi-vie, hein, c'est 5 ans. Donc, vos nombres de citations, ça fait ça. Ça monte comme ça, puis ça baisse de même. Sauf si vous avez un nouvel article. Parce que vous avez un nouvel article, la courbe peut demeurer lisse parce que vous avez des courbes qui se superposent comme ça. Ah oui, c'est pas le nombre. Non. D'accord. Alors, Là, ça serait... ouais, je me disais que, je veux dire, quelque part, je trouve logique, par exemple, de normaliser même le nombre de papiers par les champs. Oui. D'accord. Ouais. Mais on pourrait aussi Par imaginer voilà, du coup, par l'âge, pour pouvoir, en fait, quelque part aussi, je veux dire, Ah, mais là, faut... avoir... Non, mais Je comprends parce ce que... que- pour Mais- regarder, du coup, en fait... La carrière. bah oui. Ouais, mais ça, on a un texte qui le fait, mais il faut s'entendre. On ne normalise pas par l'âge. On regarde simplement la norme à cet âge-là. Oui. Si vous êtes professeur titulaire, vous n'avez pas la même productivité qu'un professeur adjoint. Mais c'est pas qu'on divise par l'âge, c'est qu'on prend les strates. OK? Non. Donc, la normalité, entre guillemets, normaliser, c'est un grand mot abstrait qui dit, ben là, tu normalises par la bonne affaire. Mais il y en a qui font ça, H divisé par l'âge. Non, mais divisé par la moyenne à cet âge-là. Oui, on est d'accord. Ça, on peut Oui, faire c'est ça qu'on veut dire. Normaliser, ça veut toujours dire, Ouais. pour le système, par exemple, dans maths, ça va être le facteur d'impact. Voilà. Si tu dis j'ai 12 revues, quel est le facteur d'impact moyen de ces revues-là? Ben, c'est 1,4. Alors que Nature, c'est 28. Ben là. Puis en plus, s'il est publié dans Nature, puis qu'on lui donne 28, c'est absurde. Ça, j'en ai pas parlé, mais écoutez, quand vous remplacez la citation à l'article par le facteur d'impact de la revue, vous projetez sur l'article les citations de la revue, ce qui est faux. Parce que Nature, 20%, 80% des citations, puis c'est Nature qui le dit dans un éditorial, je cite, mais c'est normal, c'est la loi de Lotka. Eux ne le savent pas, mais ils viennent de réinventer la loi de Lotka en bibliométrie. C'est 80% des citations à Nature sont dues à 20% des articles. Conclusion, mon papier dans Nature peut n'avoir été jamais cité. Il y a moins de chances de ne pas être cité que s'il est dans la revue Notre-Dame. Mais ce n'est pas parce que les probabilités sont différentes qu'il faut remplacer le facteur d'impact qui mesure la qualité, en guillemets, c'est-à-dire dans la propriété, pour rester neutre, la propriété de la revue, projetée sur l'article. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est scandaleux. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai un article dans Nature, mais mon article le plus cité, c'est pas l'article dans Nature. Ben oui, ça n'a pas de sens parce que vous remplacez la qualité. Vous mesurez, au lieu de dire combien cet article-là dans Nature est cité, ça, c'est correct. Parce que c'est l'article que vous mesurez. Vous dites, je ne mesure pas. Je prends le facteur d'impact de la revue. Ah bon? C'est 28. Celui de la revue, mettons, X est 12. Or, l'article, là, est peut-être 3 fois plus cité en termes réels du comté. Donc, vous ne pouvez pas le remplacer, ça serait malhonnête. Bien, mais on peut quand même penser que la revue fonctionne avec un système de sélection qui est homogène, hein, Oui. et qui fait un tri. Donc que le tri soit pas efficace, ok. Mais en moyenne, même s'il y a une erreur tous les 20 papiers, en moyenne, la qualité qui est dessinée, qui est isolée par les référies, devrait être à peu près standard. Oui, en plus, vous avez des phénomènes derrière d'autosélection, ce qui fait que ce sont forcément les meilleurs papiers qui sont sur. Exactement. Donc, Mais la preuve que c'est faux est très simple. C'est si ça c'était vrai,
Les papiers dans Nature, là, Ils seraient tous cités. OK? Non, Mais ça veut dire que le système de Safari est pas du tout, pas non, pas du tout. Ça veut dire que Nature, sa fonction, là, on tomberait dans la sociologie de la revue Nature, qui n'est pas une critique, qui est de ce que c'est la sociologie. Nature et Science sont deux revues extraterritoriales dont l'intérêt n'est pas, comme une revue de physique standard, de publier les résultats de la recherche. C'est pas ça le but de Nature. C'est de prendre dans les meilleurs articles, les plus sexy, les plus révolutionnaires. Puis le reste, ils les envoient en revue. Ils disent d'ailleurs, quand on refuse votre article, on ne dit pas qu'il n'est pas de bonne qualité, on dit qu'il n'est pas pour nous. Où est paru le texte, la publication sur les ondes gravitationnelles, qui est l'article le plus fondamental depuis un siècle. OK? Un siècle. On vient de découvrir les ondes gravitationnelles. OK? Puis là, on vient d'en détecter un deuxième. OK? C'est révolutionnaire. C'est ni dans Science ni dans Nature. C'est dans Physical Review Letters, qui est la revue où, si t'es physicien, c'est ça que tu lis. Donc, puis l'autre raison pour laquelle ce que vous dites est faux, c'est que si vous ne pouviez pas mesurer les citations à l'article, juste un instant, si vous ne pouviez pas mesurer les citations à l'article, disons qu'on ne peut pas, là, c'est normal que tu te retournes vers la revue. Mais vous me dites, non, c'est pas absurde de prendre le facteur d'impact de la revue pour mesurer l'article. Je dis, ben oui, c'est absurde, parce qu'on peut mesurer l'article, puis on découvre quoi? Qu'effectivement, il est très cité, et tant mieux. Mais il y a d'autres articles très cités dans le même domaine qui ne sont pas dans Nature. Mais ça, c'est pas... je suis parfaitement d'accord. OK. Il y a un article de Pas de problème. comment ça s'appelle, c'est un anglais qui a montré que les papiers qui étaient les plus cités dans les revues de deuxième rang en économie sont plus cités que les articles les moins cités Dans des oui. top revues. Donc de ce côté-là, j'ai aucun problème. Cela dit, je trouve un peu sévère de dire que considérer que le facteur d'impact n'a aucun sens. Non, pour un article. radical. Non, la phrase n'est pas ça. Non, moi, je m'excuse, là, C'est mais moi, je sûr, suis c'est précis sûr. là-dedans. C'est pour ça. Le facteur d'impact n'a aucun sens pour évaluer les articles. Pas n'a aucun sens pour évaluer les revues. Parce qu'au contraire, le facteur d'impact d'une revue te dit, dans un domaine donné, si lui c'est 15 puis lui c'est 2, ça veut dire que toi, tu lis celle-là avant, pour la preuve, c'est celle que tu cites. Mais si on parle de la revue, on ne parle pas de l'article. C'est une question technique. C'est pour cette raison que j'ai l'air de dire, vous vous trompez. C'est parce que c'est technique. 2 plus 2 sur 4. Vous voulez évaluer l'article, c'est très simple. Vous mesurez les citations. Et comme vous dites, on le sait, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les distributions ne sont pas des courbes gaussiennes, sont des lois de puissance en 1 sur R carré. Et donc, vous avez une dispersion absolument large comme ça, qui font, comme vous dites, que la revue moins bien classée a une proportion, bien sûr, pas la majorité parce qu'elle sera plus classée, hein, a un intervalle où, et c'est pour ça que c'est une question éthique. Si vous dites, hey Coco, tu m'as classé bas, tu n'as même pas regardé mon article, tu as regardé la revue dans laquelle j'ai publié. Ça, c'est absurde. Ça, je ne plierai jamais là-dessus. C'est irrationnel. Et c'est facile à faire en plus. Si on ne pouvait pas le faire, je répète, je serais d'accord. Par exemple, si on ne pouvait pas mesurer les citations, ni les publications, puis qu'on a juste les subventions, alors on dit, OK, si tu as plus de subventions, c'est peut-être parce qu'on t'a trouvé bon, etc. Parce que l'argument du proxy que c'est corrélé est un argument fallacieux, parce que oui, c'est vrai à l'échelle en haut, mais pas l'individu. Plein de grands chercheurs en sciences humaines, ils n'ont même pas besoin de subventions, ils s'en foutent comme dans 40. À ce moment qu'on ne parle pas de qualité de travaux, qu'on parle de embauche des assistants, puis donne-nous des freins directs. Parce qu'à les universités américaines, vous savez que quand le chercheur rentre 50 000, bien, l'université fait 30 000 tout de suite. Fait qu'elle veut que tu rentres 200 000 en Angleterre aussi. Donc, je dis juste qu'il faut être rigoureux à quelle échelle on parle et de quoi on parle. Le nombre de citations par article, c'est toujours pareil, il faut que ça soit normalisé par rapport au champ ou au domaine. C'est ce qu'on fait. Au sous-domaine même. Oui, on peut aller au sous-domaine. Par exemple, en astrophysique, c'est pas le même qu'en physique de l'état solide, mais on a le noyau des revues, parce qu'on n'importe quoi, il n'y a rien de parfait, mais entre le fait que tout est dans tout et rien faire, les gens qui veulent être évalués acceptent de dire, ah, on le fait avec eux. Par exemple, j'ai fait un cas, on a fait plein de cas. On a fait un cas très, très compliqué à faire qui est dans le domaine de computer science. Or, la difficulté de computer science, c'est qu'eux publient pas beaucoup dans des revues de Thomson et compagnie, mais dans des proceedings. Hein? Parce que dans IEEE, il y a beaucoup de proceedings. Mais un proceeding, c'est pas une revue. De sorte qu'avec l'évaluation, les revues, Thomson et l'autre, mettent de plus en plus de proceedings. Parce que, sinon, on ne peut pas faire d'évaluation. Mais ceux qui ne savaient pas ça vont dire, hey, les gars en sciences ne sont pas dans Thomson Reuters. Ben non, Thomson Reuters, lui, c'est une compagnie. Hein, ils mettent la revue si ça lui tente, puis ils la mettent pas si ça lui tente pas.
Puis venez pas me dire qu'il aimait parce qu'elle est de qualité, quand même. Ça tourne en rond. Elle est aussi parce que elle sort à temps, il y a un deal à faire, puis là, elle est en train de multiplier. Pourquoi? Parce que le bon avantage de Scopus qui est créé, c'est que là, on est en économie 101, il y avait le monopole comme ça. Fait qu'avant, je dis, moi, j'ai 2000 revues, c'est les meilleurs, that's it, that's all. Scopus, moi, j'ai 15 000. Fait que là, il dit, pourquoi tu en as juste 2000? OK, il n'y a pas de souci, maintenant, j'ai un compétiteur. Fait que si vous regardez, vous voyez la courbe, depuis 2005, augmenté, on l'a regardé, augmenté énormément. Ça, c'est le bon point de la compétition entre les deux. Les deux vont augmenter le nombre de revues, donc vont inclure des revues régionales qui étaient exclues. Ça, c'est ce qu'on observe. Là. Ils vont aller vous voir en disant, ah, on va mettre ta revue dans notre... Parce que les Scopus veut vendre sa base de données aux universités françaises. Fait que si elle dit, ben moi, j'ai plus de revues françaises dans ma base que Thomson, donc là, on tombe dans un autre univers. Voyez-vous, la bibliométrie, l'évaluation, il ne faut pas perdre de vue la qualité des bases de données, indépendamment du concept dont on discute de qualité, de normalisation et de toutes ces choses-là. C'est très crucial parce que ça a des conséquences éthiques sur la vie des gens. C'est pour ça que c'est ça qui est important. À la fin de la journée, si ça avait juste des maths, puis on fait de l'économie, puis on calcule les corrélations, ce ne sera pas grave, parce que c'est corrélé. Hein? C'est corrélé. Mais dans la réalité, c'est pas la même chose. Moi, il y a un de mes collègues, là, une dizaine d'années, qui avait demandé une promotion. Il ne produisait pas beaucoup, à mon avis, puis on m'a mis sur le comité. On s'est engagé au moins 15 minutes. Il voulait qu'on mette excellent. J'ai dit, jamais je mettrai excellent. C'est très bien. Pourquoi? Ouais, mais il y a plein de millions. J'ai dit, oui, mais il n'y a pas de publication. Il y en a 2, 3. Mais je dis, il n'y a pas de livre. Je ne sais pas pourquoi il y a des millions. Je ne comprends pas que des comités de pairs lui donnent des millions. Je ne comprends pas. Mais il n'y a pas d'autre point. Fait que j'ai dit, je fais un compromis à très bien, jamais excellent. Parce qu'il disait, oui, mais c'est important d'avoir des subventions, c'est évalué par les pairs. Non. On est là pour produire de la connaissance, pas produire des subventions de recherche. Là-dessus, moi, je regarde l'autre poutre, pas une poutre. Je suis assez dur là-dessus. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais je vous dis, ma position, elle est ferme, et c'est pour ça qu'on ne me met pas trop ces comités d'évaluation. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de la discussion. Merci.